Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, ça doit être le cas. Vous êtes déjà plus d'une vingtaine de connectés, une vingtaine de participants. N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat pour me dire que vous m'entendez bien. On t'entend bien, ouais. Philippe Antoine. Ouais, top, nickel, nickel. Ok, merci pour vos messages. Donc tout est bien au niveau du son. Je vais commencer par une petite introduction et puis on va commencer la présentation après. Alors, je m'appelle Philippe-Antoine Cortés, je suis le fondateur de NeoFlow, une startup qui développe une ceinture de respiration pour pratiquer facilement la cohérence cardiaque et la respiration abdominale. Et je suis heureux de vous inviter à ce webinaire, Une vie saine et active sans effort, c'est possible. C'est un sujet qui me touche particulièrement à un moment de ma vie où j'avais besoin de prendre soin de moi. J'ai fait face à des forces intérieures que j'avais beaucoup de peine à contrôler et qui rendaient mes changements de comportement difficiles. Savoir qu'une activité physique est essentielle pour la santé, c'est bien. Savoir que pratiquer quotidiennement des exercices de respiration, que ça transforme notre système nerveux, c'est bien. Mais le mettre en pratique, c'est mieux et malheureusement, c'est souvent bien plus compliqué. Pour parler de tous ces sujets, je suis heureux de vous présenter Boris Cheval. Boris est chercheur en neuropsychologie de santé et du sport. Il a écrit plus d'une centaine d'articles scientifiques et il est aussi l'auteur du livre Le syndrome du paresseux, un petit précis pour combattre notre inactivité physique. Boris vous décryptera donc les connaissances neuroscientifiques et il échangera avec Thomas Cantalou, médecin psychiatre, pour répondre à ces deux questions. Pourquoi est-ce qu'on galère à pratiquer une activité physique malgré les bénéfices évidents pour notre santé? Et comment faciliter la mise en mouvement et les changements de comportement? Voilà, il est 13h04, vous êtes un peu plus de participants maintenant. Je vais passer la parole à Boris et à Thomas. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vous remercie pour l'invitation. Moi, je suis très heureux d'avoir cette possibilité de présenter aussi nos recherches. Alors sur le titre, je l'ai un petit peu changé, hein. J'ai rajouté dans la parenthèse le perçu. Parce que s'engager dans une activité physique tout au long de sa vie, ça va demander de l'effort. C'est même la définition de l'activité physique, hein, une dépense énergétique au-dessus du métabolisme de repos. Donc il va y avoir de l'effort, il va y avoir de la dépense d'énergie. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la perception de l'effort parce que dans certaines circonstances, et je vais essayer de vous les expliquer, même s'il y a une certaine dépense d'énergie, même s'il y a un certain effort, la perception de l'effort ne va pas forcément être extrêmement élevée et ça permettrait un engagement et un maintien dans l'activité physique. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu notre recherche sur cette notion de perception d'effort, de difficulté à s'engager. Et l'éclairage que l'on a, qui est un peu notre particularité, hein, c'est qu'on va utiliser les neurosciences ou la neuropsychologie pour tenter de comprendre qu'est-ce qui nous empêche finalement d'être actifs physiquement. Alors je vais rentrer tout de suite par la question qui nous anime, hein. Notre question, elle est simple en fait, hein. C'est pourquoi les individus, alors qu'ils savent tous les bénéfices de l'activité physique sur la santé, alors qu'ils ont l'intention d'être actifs, on a plus de 90% de la population qui a l'intention d'être actif physiquement, pourquoi est-ce que parfois et souvent finalement, on ne va pas mettre en place notre intention en action, ce qui a été appelé, hein, le décalage intention-action par Webb et Sheran. Et pour répondre à cette question, je voudrais d'abord commencer par une situation anecdotique, parce qu'en fait, cette situation, je trouve qu'elle reflète assez bien l'idée que l'on a des mécanismes qui nous empêchent de nous engager dans l'activité physique. Alors, imaginez que vous avez planifié d'aller courir après votre journée de travail, que vous rentrez chez vous, que vous asseyez sur votre canapé et que vous êtes incapable d'extraire là, votre fessier de ce canapé et d'aller faire de l'activité physique comme prévu. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que vous avez du mal à vous extraire de ce canapé? Est-ce que c'est un manque de force qui vous pousse vers le comportement? Vous aimez bien l'activité physique, mais pas tant que ça finalement, donc c'est pas suffisant pour vous inciter à vous lever du canapé. Et je vais revenir dessus, mais la littérature a principalement focalisé sur ça. Ou est-ce que c'est aussi lié à une force de résistance, le fait que finalement vous aimez bien être dans cette position assise, elle vous apporte des bénéfices immédiats, et puis potentiellement vous êtes en train de regarder la télé,
ou de lire votre livre, ou de faire une activité qui vous plaît. Et est-ce que finalement, cette force-là, c'est pas quelque chose aussi qui vous empêche de vous lever du canapé? Et puis finalement, est-ce que c'est pas une combinaison des deux? Et dans notre argumentaire, et ce que j'essaierai de vous montrer, c'est qu'on pense qu'il faut modéliser les deux. À la fois l'attraction, l'attirance vers l'activité physique, mais aussi l'attraction vers le comportement sédentaire. Et donc je vais essayer d'illustrer mes propos à l'aide de cette situation anecdotique en fait du canapé. On a aussi des réponses scientifiques à ce décalage intention-action. Il y a un ensemble de modèles qui ont été proposés, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une gamme de modèles nouveaux qui ont été proposés dans l'activité physique il y a à peu près 10 ans, qu'on va appeler les modèles à double processus. Alors pourquoi ils s'appellent à double processus? C'est parce qu'ils proposent qu'on a deux systèmes ou deux processus qui vont être impliqués dans la régulation de nos comportements. On a d'un côté les processus contrôlés, par exemple, les attitudes, vous savez que l'activité physique est utile pour votre santé. Les intentions, vous avez l'intention de vous engager dans une activité physique la plupart des jours de la semaine. Donc ça, c'est des processus contrôlés qui nous poussent plutôt vers le comportement à atteindre, l'activité physique. Mais dans le même temps, vous avez un autre système qui est à côté, qui est en interaction, qui est un système plus automatique, plus impulsif, qui lui va plutôt être associé aux réactions affectives et aux tendances comportementales à approcher ou éviter un objet. Si on prend le cas de l'activité physique, imaginons une situation où vous avez l'intention d'être actif physiquement et le fait de penser à votre séance d'activité physique déclenche aussi des émotions positives, des tendances à l'action, d'approche vers le comportement. Dans ce cas-là, vous avez compris, les deux systèmes, ils vont main dans la main, ils poussent dans le même sens et la mise en place du comportement, elle est relativement facile. Mais il y a des situations, et c'est celle qu'on illustre notamment dans le livre, dans lesquelles en fait les deux systèmes ils vont rentrer en conflit. Vous avez toujours l'intention d'être actif physiquement, mais cette fois-ci, le fait de penser à l'activité physique va plutôt déclencher des réactions affectives négatives et plutôt des tendances à l'évitement. Dans ce cas-là, vous voyez, les deux systèmes ils vont tirer dans des directions opposées et la mise en place du comportement, elle est plus difficile. Et c'est là où on va devoir utiliser notamment nos capacités d'autorégulation, de contrôle de soi ou self-control pour agir conformément à ce que notre opinion nous dicte comme meilleur et tempérer un peu nos réactions impulsives, nos réactions automatiques. Et ce conflit-là entre système réfléchi, délibératif et les réactions automatiques négatives vers l'activité physique, c'est ce conflit qui a été modélisé dans la littérature scientifique sur les théories de la motivation vis-à-vis de l'activité physique. Ce que nous, on propose avec notre groupe de recherche, c'est de dire que oui, ça c'est vrai, c'est important, repenser à la situation du canapé. C'est vrai que si on a des émotions négatives vers l'activité physique, on ne va pas forcément se lever du canapé pour aller s'engager dans l'activité physique. Oui, mais il y a l'autre force qui n'a pas été modélisée, et c'est celle-là qu'on veut rajouter, c'est qu'on a toujours notre intention, oui, mais on a cette attraction automatique vers la minimisation de l'effort, et donc vers les comportements sédentaires, et qui nous empêche aussi d'agir conformément à nos intentions. Et donc, dans le cadre de nos recherches, on a proposé un modèle théorique qui essaye justement de modéliser ce conflit. Alors, on l'a appelé la théorie de la minimisation de l'effort en activité physique. C'est une théorie qui propose que, toute chose étant équivalente par ailleurs, quand vous allez vous déplacer d'un point A à un point B, vous allez toujours choisir le chemin qui minimise la quantité d'action, qui minimise la quantité d'effort. Et je voudrais illustrer cette idée avec une vidéo ici qui est assez classique. Vous avez le fameux combat entre l'escalator ou l'escalier. Et là, vous le voyez assez clairement sur cette image. L'escalator, il gagne assez facilement le combat. Et si on regarde les données un petit peu plus à large échelle, sur des observations plus longues, on voit que dans 90 à 95% du temps, les gens vont effectivement plutôt choisir l'escalator que l'escalier. Mais pourquoi j'aime bien cette vidéo? C'est parce que les gens là qu'on filme, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui sont en train de se rendre dans une salle de conférence et donc ce sont des spécialistes ici sur l'obésité. Alors l'obésité, elle n'est pas uniquement liée à l'activité physique, bien entendu, c'est vraiment lié aussi à l'apport d'énergie via l'alimentation. Mais quand même, c'est des gens qui, a priori, on peut penser, savent à quel point l'activité physique est bonne pour la santé, est bonne aussi pour la régulation du poids. Mais c'est des personnes qui, dans une prise de décision spontanée, automatique, dans la vie de tous les jours, vont plutôt être amenées à aller se diriger vers le chemin qui minimise la quantité d'action. Ici, c'est l'escalator qui est moins coûteux en énergie que l'escalier. Mais ça, si vous voulez, en termes de logique théorique, on peut considérer que c'est un petit peu un héritage de nos ancêtres, et c'est dans cette idée évolutionnaire que la théorie de la minimisation de l'effort s'appuie.
Et je prends ici l'exemple des chasseurs-cueilleurs, donc c'est la tribu des Hasda, où lorsqu'on observe les chasseurs-cueilleurs contemporains, hein, mais dont on les utilise en fait comme une observation de ce qui pouvait se passer dans les sociétés plus anciennes, on s'aperçoit que c'est une population qui est très très active physiquement. Ils vont marcher entre 8 à 11 km par jour, mais ils marchent pour une raison, hein, c'est aller récupérer de l'énergie, soit via la chasse, soit via la cueillette. Donc l'activité physique, elle est utilitaire, elle a un but de récupérer de l'énergie. Et dès qu'ils ne sont pas dans cette activité physique pour récupérer de l'énergie, ils vont être dans une activité sédentaire. Et ils vont passer entre aussi 8 à 11 heures par jour à être assis en position ici plutôt accroupie d'ailleurs. Autrement dit, on voit que nos ancêtres, ici illustrés par les chasseurs-cueilleurs contemporains, vont à la fois accumuler des quantités extrêmement importantes d'activité physique nécessaires pour aller récupérer des ressources énergétiques, mais dès qu'ils le peuvent, ils vont conserver et minimiser leurs dépenses d'énergie. Et je pense, vous voyez où je veux venir, dans les sociétés modernes, cette obligation d'activité physique pour la survie, elle a disparu. On est un petit peu bloqué dans cette phase d'inactivité physique avec toutes les conséquences négatives sur la santé que cela va procurer. Donc ça, c'est un peu une proposition théorique, mais est-ce qu'on a des données empiriques, des données de l'expérience qui pourraient confirmer que chez nous, être humain moderne, on a effectivement cette tendance au moindre effort? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour des raisons de temps, je vais juste vous présenter deux études. Une première étude en neurosciences qui a été faite par des chercheurs à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Alors là, c'est des jeunes étudiants mâles qui vont évaluer des stimuli érotiques femelles. Je précise tout de suite, on aurait très bien pu concevoir dans l'autre sens, hein, des jeunes étudiantes femmes qui regardent des stimuli érotiques d'hommes. Mais ça n'a pas été fait, ça a été fait dans cette direction-là. Donc cette étude, qu'est-ce qu'elle propose? Alors elle est faite sous IRM, donc ça permet de mesurer aussi l'activité neurale qui sous-tend les réponses et les prises de décision des individus. La tâche, elle est assez facile. Vous avez un stimuli qui est brouillé, un stimuli érotique brouillé, et ensuite l'étudiant, il va avoir deux possibilités. Soit il va accepter de presser dans un hand grip, donc c'est un dynamomètre de force, hein, vous pressez le plus fort possible avec votre main sur un objet. Donc vous pouvez accepter le challenge et vous allez presser entre 15% de votre force maximale jusqu'à 100% de force maximale. Si vous acceptez ce challenge, vous allez avoir le droit à une récompense élevée qui est 3 secondes où vous allez pouvoir voir l'image érotique. Vous pouvez aussi refuser et dire j'ai pas envie d'investir de l'effort pour avoir de l'image érotique 3 secondes. Et vous rejetez donc l'offre et cette fois-ci on vous demande de serrer le hand grip à une force assez faible, hein, de 15% de force maximale. Et cette fois-ci, vous aurez une petite récompense, donc 1 seconde d'image érotique. Alors, qu'est-ce qu'on constate déjà au niveau comportemental? Ce qui est un premier résultat intéressant, c'est que jusqu'à 80% de la force maximale, en moyenne, les étudiants, ils acceptent de mettre de l'effort. Donc, autrement dit, on accepte de mettre de l'effort jusqu'à 80% de sa force maximale pour avoir 2 secondes d'image érotique. Mais au-dessus des 80%, on considère que ça ne vaut plus le coup de l'effort. Donc ça, c'est un premier résultat intéressant. Mais pourquoi cette étude m'intéresse? C'est surtout pour la question de la valeur subjective que les individus attribuent à la récompense. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est plus on vous demande de faire de l'effort, plus la valeur subjective de la récompense diminue. C'est ce qu'on va appeler un effort discounting, une dévaluation de la valeur d'une récompense parce qu'on doit investir de l'effort pour l'obtenir. Vous avez exactement le même phénomène sur le temps. Si je vous donne 10 euros maintenant, ça a une certaine valeur subjective, on peut le mesurer aussi au niveau neuronal. Et si c'est 10 euros, je vous dis que je vous les donne dans 10 ans, la valeur de la récompense, elle est plus faible. Donc on a à la fois une dévaluation de la récompense par le temps, qui était connue, et on retrouve aussi le même phénomène pour l'effort. Et gardez bien ça en tête parce que je vais revenir sur ces éléments pour justement souligner l'argument de l'importance des émotions positives pour l'engagement. Et puis dernier point intéressant de cette étude, hein, on montre aussi que lorsqu'on traite l'effort physique, on a certaines parties, zones cérébrales qui s'activent et qui traitent en fait l'effort comme une expérience inversive, comme un coup, comme quelque chose qui veut éviter. Donc ça confirme de façon assez solide quand même que toute chose étant équivalente par ailleurs, on va plutôt éviter de s'engager dans un effort si c'est pas nécessaire. Et puis, on a aussi des preuves un peu plus générales sur l'activité physique. Donc là, je vous présente une de nos premières études qui a lancé un petit peu cette idée en fait de minimisation de l'effort. C'est une étude dans laquelle on va demander à aussi des étudiants ici en psychologie de compléter la tâche que vous voyez apparaître sur votre écran qui s'appelle la tâche du mannequin.
C'est une tâche qui est assez facile, c'est une tâche de temps de réaction. On va demander aux gens d'approcher un petit mannequin qui est censé les représenter le plus rapidement possible des images d'activité physique et le plus rapidement possible loin des images sédentaires. Ça, c'est un premier bloc. Pour le faire, on va utiliser les touches du clavier pour monter ou descendre le mannequin sur l'écran. Et puis, il y a un second bloc dans lequel les règles vont être inversées. On va leur demander d'approcher la sédentarité et puis d'éviter l'activité physique. Et puis, les blocs sont contrebalancés entre les participants. Et dans cette tâche, donc, on va mesurer les temps de réaction, mais on va aussi mesurer à l'aide de l'électroencéphalographie l'activité neurale qui sous-tend justement les réponses des participants. Et sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, il y a une situation, et on le voit bien sur ce schéma descriptif qui se distingue quand même de toutes les autres, c'est lorsque vous devez éviter la sédentarité. Donc lorsqu'avec le petit mannequin là sur l'écran, vous devez vous éloigner des images sédentaires, c'est relativement, les gens le font relativement bien, ils y arrivent. Oui, mais si on regarde l'activité neurale, ça demande davantage d'efforts, ça demande davantage de ressources. Donc autrement dit, dans cette étude, on montre pour la première fois que éviter des opportunités sédentaires sur un écran ici virtuellement, c'est possible, mais ça demande davantage de ressources corticales et en particulier d'inhibition. Et ce qui est vraiment consistant avec l'idée que par défaut, on a plutôt tendance à être attiré par cette sédentarité et que ne pas y aller, ça va demander des efforts. Et on a répliqué ces résultats sur un échantillon indépendant avec un autre type de tâche, peu importe, on appelle ça une tâche de go-no-go, et on a aussi montré ce résultat sous IRM fonctionnel, où on voit encore une fois qu'éviter la sédentarité, ça va demander davantage d'activité au niveau des zones préfrontales, donc qui sont liées à l'autorégulation. Donc ça, c'est aussi une preuve empirique de l'attraction finalement vers la sédentarité. Ce qui nous a amené, ici de manière très simplifiée, à proposer un modèle théorique où on retrouve un petit peu les deux branches des modèles duo, les processus réfléchis, les processus automatiques, mais au cœur de ce modèle, vous voyez, on inclut la perception de l'effort, avec cette idée que plus la perception de l'effort associée à un comportement va être faible, plus vous allez vous engager facilement dans le comportement et donc dans l'activité physique. La première bonne nouvelle, c'est que même si la perception de l'effort est élevée, c'est une des caractéristiques de l'être humain, même si parfois on peut en douter, on a des capacités assez élevées quand même d'autorégulation, de contrôle de soi. Donc on est quand même capable, même si c'est un effort perçu haut, de s'engager. Mais ça va demander de l'effort, ça va demander des ressources. Et donc cette notion de changer les capacités cognitives pour aider à l'engagement, c'est toute une ligne de recherche qu'on a, mais que je ne vais pas discuter aujourd'hui pour des raisons de temps. Je vais vraiment me focaliser sur autre chose, c'est mais comment réduire cette perception de l'effort. Je vous l'ai dit, vous engagez dans de l'activité physique, il va y avoir un effort, mais on peut, pour un même niveau objectif d'effort, chercher à diminuer cette perception. Et une des variables clés, en tout cas c'est notre argument, ça va être les réponses affectives associées à l'activité physique. Et je vais essayer de vous démontrer pourquoi ça fait du sens au niveau théorique. Donc pour aller justement dans cette direction, et pas simplement vous dire c'est bien de promouvoir les émotions positives et les expériences affectives pendant l'activité physique, on a voulu aller un petit peu plus loin avec mon doctorant, Silvio Maltagliati, et on s'est servi des modèles de la prise de décision pour essayer de démontrer formellement que les réponses affectives pourraient jouer un rôle clé pour permettre l'engagement dans une activité physique tout au long de la vie. Alors c'est un papier qui a été publié en anglais, mais pour ceux que ça intéresse, on a aussi traduit de façon vulgarisée l'article dans The Conversation, où on explique de façon un petit peu plus simple ce qu'on propose dans l'article. Et le gros argument de l'article, qui essaye d'aller un petit peu aussi à contre-pied de ce qui est proposé, c'est de dire, c'est très bien de mettre en avant les bénéfices sur la santé, il faut le dire, il faut le rappeler, mais ça ne va pas être suffisant. Ça ne va pas être suffisant pour permettre l'engagement et le maintien tout au long de la vie dans l'activité physique. Et je vais essayer de vous le démontrer pourquoi. Le premier élément qu'on va tenter de mettre en avant ici, c'est que lorsque vous devez prendre la décision de vous engager dans l'activité physique, c'est vous engager dans l'activité physique par rapport à autre chose. Et souvent, ça peut être un comportement sédentaire. Donc quand vous êtes face à cette prise de décision, les théories de la prise de décision vont dire que vous allez vous engager dans l'alternative comportementale qui a la plus forte valeur subjective. Et ça rappelle un petit peu l'étude de neurosciences sur la valeur subjective. La première chose qu'on peut dire lorsque l'activité physique est faite pour la santé,
c'est que la valeur subjective de l'activité physique va être diminuée par un premier biais cognitif que l'on a, qui est un biais de distorsion des croyances, et qu'on va appeler le biais d'optimisme. Alors j'illustre avec le tabac, parce que je trouve que c'est assez facile. Si vous prenez un fumeur et vous lui demandez s'il sait qu'il va probablement, ou en tout cas qu'il a une chance sur deux, théoriquement, de décéder à cause de sa consommation de tabac, il va le savoir. On a une chance sur deux de décéder à cause du tabac si on est fumeur régulier. Donc il va le savoir. Mais si vous lui demandez un petit peu plus précisément, est-ce qu'il pense que lui va avoir, alors qu'il est fumeur, tomber dans 50%, on a un biais d'optimisme et on va toujours avoir tendance à plutôt ne pas penser qu'on va être concerné par cette maladie. Et donc, c'est vraiment un biais qui est assez robuste dans la littérature et qui fait que si vous faites de l'activité physique que pour la santé, première mauvaise nouvelle, votre cerveau il a tendance à surestimer la probabilité que vous allez vous rester en bonne santé, même si vous ne faites pas les bons comportements. Donc, premièrement, ce biais va un peu dévaluer la valeur subjective de l'activité physique par rapport à la sédentarité. Il y a un deuxième biais cognitif qui va arriver, c'est, et je l'ai un peu amorcé avant, la dévaluation par le temps. Si vous vous focalisez uniquement sur les bénéfices sur la santé à long terme, je ne parle pas des bénéfices immédiats ou juste après, amélioration du sommeil, de l'humeur, etc. Les bénéfices à long terme, on peut le démontrer assez facilement. Ça va dévaluer la valeur subjective. Donc c'est bien vous engager, vous allez réduire votre risque de cancer d'un certain nombre de pourcents, vous allez réduire votre risque de maladie cardiovasculaire, votre risque de dépression, mais c'est délayé, différé dans le temps, et donc la valeur de ces récompenses, elle est faible. Et puis, surtout quand on oppose ça à des bénéfices pour la sédentarité qui sont immédiats. Le plaisir, il est immédiat, on s'assoit, on est bien dans son canapé, on peut regarder son émission de télé ou lire son livre, et on a un plaisir qui est immédiat, on n'attend pas des années, des décennies pour obtenir la récompense. Et puis, je pense que vous me voyez venir, dernier biais cognitif qui est présent, c'est la dévaluation par l'effort. Et l'effort, il est consubstantiel de l'activité physique, c'est dans la définition. Vous allez devoir faire de l'effort pour être actif physiquement. Et donc, la quantité d'efforts à investir pour espérer obtenir des bénéfices sur la santé, elle est énorme. C'est 30 minutes la plupart des jours de la semaine, tout au long de votre vie. Et si on prend les enfants et les adolescents, c'est 1 heure. Donc il y a une quantité d'efforts qui est énorme. Et ça aussi, ça va dévaluer la valeur de l'activité physique si elle est uniquement faite pour des bénéfices sur la santé. Et donc, dans cette situation-là d'une activité physique faite pour la santé, vous voyez bien que la balance, elle est complètement déséquilibrée. La valeur subjective d'une activité physique faite pour la santé, elle est faible, alors que la valeur subjective de la sédentarité, elle est relativement haute. Et dans cette situation, vous pouvez vous engager dans l'activité physique, mais ça va demander des ressources, ça va demander du contrôle de soi. Et donc, nous, notre proposition, c'est qu'il faut réussir à rééquilibrer la balance pour aider les individus à s'engager plus facilement dans l'activité physique. Et pour équilibrer la balance, on propose le rôle des expériences affectives. Il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre en place, mais nous, on propose ces expériences affectives. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste donner un exemple d'étude. Mais en gros, on a deux grandes dimensions, deux grands leviers sur lesquels on va pouvoir agir. Soit dans le fond, le choix de l'intensité, donc pas trop intense, sinon on a plutôt des émotions négatives. Une fin heureuse, je vais revenir dessus. Et le plaisir dans l'activité. Ça, je voulais juste le mentionner. Il y a une étude qui est élégante et extrêmement facile qui a été faite. L'auteur, c'est Zenko, donc il est aussi cité dans cette proposition, la théorique des différents leviers de promotion des émotions pendant l'activité physique. Il a simplement demandé à ses participants de chercher à optimiser leur plaisir dans l'activité physique. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Quand on demande aux gens, dans une séance, de se focaliser sur l'optimisation de leur bien-être et de leur plaisir, ils vont effectivement ressentir davantage de plaisir et de bien-être, ce qui veut dire que par défaut, ils ne vont pas le faire. Donc ça, c'est une toute petite intervention, mais qui est assez finalement efficace pour changer les émotions positives pendant l'activité physique. Donc ça, c'est dans le fond. Je vais revenir sur la fin heureuse comme exemple. Et puis dans la forme, on peut montrer que c'est plus efficace en pleine nature qu'en salle. Les émotions positives sont plus fortes en pleine nature qu'en salle. En groupe, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour la majorité de la population, en groupe, ça va être aussi plus efficace. Et puis, il y a toute une littérature sur la musique. J'ai un doctorant qui travaille typiquement sur la musique, avec certaines musiques, avec certaines fréquences, qui vont permettre d'améliorer la réponse affective à une intensité donnée. Donc moi, je voudrais vous présenter un exemple, celui de la fin heureuse, que c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Cette fin heureuse, en fait, elle s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur le principe du piqué de la faim.
qui a été au départ effectué par Tversky et Kahneman. Alors pour l'histoire, Kahneman, c'est un prix Nobel d'économie et c'est un psychologue. Et à la base, ils n'ont pas du tout travaillé sur l'activité physique, ils ont travaillé sur la colioscopie. Et leur étude princeps, de ce principe du pic et de la faim, c'est qu'ils ont pris un groupe classique, donc vous avez une colioscopie avant anesthésie, donc qui est extrêmement douloureuse, un groupe contrôle qui a sa colioscopie classique, donc expérience très douloureuse. Et puis il y a un groupe expérimental dans lequel on va leur faire leur colioscopie, qui est très douloureuse, et on va leur ajouter 5 minutes d'une période, alors je ne me rappelle plus exactement du temps, mais en tout cas on va leur rajouter une période dans laquelle on va juste laisser la sonde, mais on va pas bouger, ou très peu. Donc ça devient un moment désagréable, mais plus douloureux, c'est juste désagréable. Donc si on récapitule, on a un groupe qui a une certaine période de douleur via la colioscopie, et un groupe expérimental qui a la même douleur, et en plus on va lui rajouter 5 minutes d'expérience désagréable. Et qu'est-ce qu'on constate? Que le groupe à qui on a rajouté 5 minutes d'expérience désagréable, ils ont une meilleure mémoire affective de l'examen, ils l'ont trouvé comme moins douloureux et ils apprécient mieux l'examen par rapport au groupe contrôle. Ils ont davantage l'intention de revenir et ils vont davantage faire un dépistage dans les années qui suivent. Et ce principe-là, il a été appliqué à l'activité physique. Donc il y a plusieurs groupes de recherche qui travaillent justement sur ça. On fait attention au pic, donc on évite d'avoir des moments très désagréables dans la séance, mais surtout, on va s'intéresser à la fin de séance et on s'assure que le dernier moment affectif de la séance, il est plutôt agréable. Et l'idée, c'est que si on fait ça, on va améliorer la mémoire de la séance et in fine, on va favoriser l'engagement. Et donc là, les équipes de recherche qui travaillent sur ça, on a vraiment des résultats qui sont assez intéressants parce que ça marche relativement bien. On arrive vraiment, pour une même séance avec un même niveau d'effort, quand on s'assure qu'à la fin, c'est plutôt un moment agréable, on va réussir à impacter la mémoire globale de la séance. Et puis, juste avant de terminer, je voulais aussi vous dire que là, c'est clair que la théorie, elle propose qu'on a tous une tendance à minimiser l'effort, et je le maintiens, on a tous génétiquement une tendance à minimiser l'effort, même les plus grands sportifs. Lorsque on fait de l'activité physique, au niveau biomécanique, on minimise la dépense d'énergie. Donc tout le monde minimise la dépense d'énergie, mais on a des gens qui vont avoir plus de difficultés que d'autres à s'engager dans l'activité physique. Et donc on a développé une échelle qui a été publiée la semaine dernière en anglais, et l'échelle française est en ce moment sous expertise. J'espère qu'elle sera publiée avant l'été, qui permet en fait d'identifier des différences individuelles dans la tendance à approcher ou éviter l'effort physique. Et en pratique pour des cliniciens, ça permettrait d'avoir une mesure diagnostique où vous savez qu'il y a des patients ou des participants qui, plus que d'autres, là, il va falloir vraiment faire très attention à leur perception d'effort, parce que si l'effort perçu il est haut, c'est des gens qui vont très rapidement se désengager. Et on a montré dans une étude qui est aussi finalisée et qui va être soumise, j'espère, ce mois-ci, on a montré que ce fameux décalage intention-action, les gens qui ont l'intention mais qui ont une forte tendance à éviter l'activité physique, c'est des gens qui ne vont pas réussir à mettre en place leur intention. Donc c'est vraiment une échelle plutôt ici diagnostique qui permet d'identifier des personnes à risque qui vont avoir des difficultés là, à s'engager dans une activité physique qui demande des efforts. Et pour eux, s'assurer que la perception d'effort est basse, ça va être vraiment quelque chose qui est fondamental. Alors que pour d'autres, ça peut être effectivement un peu moins le cas. Et donc pour conclure, je voulais insister aussi sur ça, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en avant à chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir, la nécessaire prise en compte de la psychologie lorsque l'on veut optimiser l'efficacité des interventions. Ici, je vous ai parlé du rôle clé des expériences affectives, mais j'ai presque envie de dire peu importe. Ce que je veux souligner ici, c'est que on a besoin d'avoir des données issues de la physiologie ou de la neurophysiologie pour nous dire qu'est-ce qui va être le plus efficace. Mais on a besoin de la psychologie pour dire, mais en pratique, qu'est-ce que les patients, qu'est-ce que les individus vont pouvoir faire pour qu'ils puissent s'engager tout au long de leur vie dans l'activité physique. Je prends l'exemple sur le fonctionnement cognitif. Si les résultats des chercheurs en neurophysiologie nous disent qu'il faut, pour avoir des bénéfices sur le fonctionnement cognitif, une activité physique d'intensité forte, presque à capacité cardio-respiratoire maximale, une demi-heure par jour, tous les jours de la semaine, c'est bien de le savoir, mais en pratique, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut être capable d'adapter les connaissances que l'on a sur les effets à la réalité du terrain, à la réalité de l'expérience.
Et je prends toujours cet exemple de la consommation d'alcool parce que je trouve qu'elle est assez simple pour expliquer ce propos. En épidémiologie, on a des données sur les effets de l'alcool sur de la consommation d'alcool sur le risque de cancer. Aujourd'hui, si on regarde les recommandations, euh, on est à un verre par jour maximum pour les femmes, 2 verres par jour maximum pour les hommes, si possible pas tous les jours de la semaine. Ça, c'est les recommandations, c'est les informations qu'ont les personnes. Mais l'épidémiologie, les données épidémiologiques, c'est pas ça. Alors, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour ceux qui aiment bien boire un verre de vin rouge ou une bière, mais dès le premier verre, le risque de cancer augmente de manière linéaire. Donc dès le premier verre, il y a un risque qui est accru. Sauf qu'il y a une adaptation des recommandations. Alors je ne parle pas des contraintes économiques, hein, là je parle juste en termes de santé publique, hein. Il y a une adaptation des recommandations pour que la recommandation soit à un niveau qui est susceptible d'engager les gens à la suivre. Pour l'alcool, si vous prenez au Royaume-Uni, les recommandations elles sont plus lâches parce qu'ils savent très bien que un verre pour les femmes et 2 verres pour les hommes, en sachant que la consommation d'alcool est plus importante, ce serait quelque chose qui serait trop loin, donc ils sont un peu plus lâches sur les recommandations. Il me semble que pour la promotion d'activité physique, ça doit être la même chose. Il est nécessaire d'avoir des négociations et des compromis. On sait ce qui marche bien, on a des données qui permettent d'expliquer, que ce soit sur des modèles animaux ou des modèles humains, qui permettent de bien expliquer le régime optimal d'exercice pour promouvoir la santé physique, cognitive ou mentale. Oui, mais il faut aussi prendre en compte la réalité de l'expérience des individus. Et là, la psychologie ou la neuropsychologie est quelque chose, en tout cas une discipline que l'on pourrait mobiliser. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais départager mon écran et on pourra discuter s'il y a des questions. Merci Boris pour cette présentation qui est très claire. Tu as réussi à tenir en plus en 30 minutes. Donc, bravo à toi pour ça. Je ne sais pas si tu es en train de faire du vélo d'appartement en même temps que tu nous fais ta Non, présentation. non, parce que là, j'aurais une respiration trop élevée. Non, je plaisante. Merci beaucoup. Je pense que pour les gens qui nous regardent, ça a été clair aussi. Il y a pas mal de questions. Je me permets juste de rebondir parce que je crois savoir qu'il y a pas mal de thérapeutes et de coachs qui nous regardent par des petits insights, des petits points de vue en tant que clinicien. C'est vrai que l'activité physique, c'est quand même bien identifié déjà de base par les gens comme quelque chose de bon pour leur santé physique et leur santé mentale. C'est une solution qui est souvent mise en avant et pas que par les professionnels de l'obésité qui prennent l'escalator. Mais c'est vrai que information, c'est pas suffisant. C'est déjà bien, je suis d'accord avec toi. J'allais te poser la question auquel tu as répondu, mais comment on fait pour diminuer la perception de l'effort? Et c'est vrai que tu as cité pas mal, enfin cette diapo, j'ai trouvé hyper intéressante, où tu citais toutes les actions comme la musique, la pratique de groupe, toutes ces choses-là qui vont permettre de diminuer l'effort. En pratique, quand on a envie d'amener quelqu'un qu'on accompagne, que ce soit un patient, un client, quand on a envie de l'amener vers un comportement qu'on juge bénéfique pour lui. Alors moi, j'ai quelques notions d'entretien motivationnel, de minimal change, donc on va toujours chercher à aller chercher l'effort minimum, vraiment. Est-ce que tu penses que c'est des choses qu'on peut conseiller, effectivement, de la théorie des petits pas rapides, quoi. On y va, mais on y va doucement, mais on y va tout le temps. Ouais, alors c'est vrai qu'il faut aussi toujours faire attention hein, quand on présente, là je présente une gamme de modèles qui a tendance à faire oublier toute l'importance des modèles que nous on va appeler les modèles socio-cognitifs, donc l'entretien motivationnel typiquement avec la théorie de l'autodétermination par exemple. Donc il y a toute cette phase hein, de motivation, cette phase de production et de connaissance pour essayer de motiver les individus. Et une fois qu'ils ont l'intention, là on va avoir d'autres mécanismes qui vont être mis en place. Ce qu'il faut bien retenir, hein, c'est que les gens qui n'ont pas l'intention ne sont pas actifs. Hein, si on regarde la dernière étude dans British Medical Journal of Sport Medicine de Rhodes, on n'a que 4% de son échantillon qui fait de l'activité physique alors qu'il n'a pas l'intention. Donc l'intention, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et une fois qu'on a développé l'intention, là, on a un ensemble de mécanismes aussi qu'on peut mettre en place qui vont faciliter le passage à l'acte. Là, je présente les émotions positives, mais typiquement, proposer des challenges, des décalages optimales, pas trop difficiles, mais quand même suffisamment difficiles, c'est effectivement des techniques de changement comportemental qui sont utilisées dans cette phase post-intentionnelle. On a développé l'intention et ensuite on a des techniques de changement comportemental qui vont pas forcément être basées sur les émotions positives.
Ok, bah, merci beaucoup pour ta réponse. J'ai juste une dernière question, puis après on va passer aux questions du chat, parce que je vois qu'il y en a pas mal. On parle, bon alors peut-être de moins en moins, mais on a beaucoup parlé des nudges. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être utile pour justement passer à l'action et créer enfin, cet élément déclencheur, quoi? Ouais, ça je pense c'est vraiment alors dans les nudges, hein, la seule technique vraiment qui marche, si on regarde les méta-analyses, donc c'est des études, hein, qui reprennent toutes les études et qui essayent de faire un effet moyen à partir de l'ensemble des études. Dans toutes les techniques de nudge, la seule qui marche vraiment, c'est la réponse par défaut. Donc l'exemple qu'on donne, hein, c'est le don d'organes. En France, il y avait entre 15 à 20%, alors les chiffres ne sont pas forcément exacts, de donneurs. L'année d'après, on est passé à 80. Pourquoi? Parce que l'année d'avant, il fallait cocher je suis donneur et l'année d'après, il fallait cocher je ne suis pas donneur. Donc on est devenu donneur par défaut. Et ça veut dire que la réponse par défaut de l'environnement, elle va être un puissant moteur de l'engagement. Et typiquement, réduire les opportunités de minimiser l'effort, c'est quelque chose qui va potentiellement aider à être actif physiquement. Ça demande quand même de l'intention. Il ne suffit pas d'avoir l'environnement, mais c'est clair que l'environnement actuel, il pousse à la minimisation de l'effort et dans toutes les sphères de la société. Et donc c'est clair que le nudge, c'est une technique qui pour moi pourrait être efficace, mais elle ne peut pas être seule à fonctionner. Mais c'est clair que l'environnement actuel, là, par défaut, il est pas optimum pour promouvoir l'activité physique. Après, il y a des entreprises, hein, qui essayent de travailler sur ça. Il y a des buildings actifs. Il y a même tout un livre, hein, sur l'architecture active pour créer des buildings actifs. Donc, c'est clairement un levier qu'il ne faut pas négliger. Ouais. Ok, super, ouais, hyper intéressant. Je vais passer aux questions du chat. Après, j'en avais encore une autre, mais je vais d'abord passer aux questions du chat. Alors, on a un participant qui nous demande, un ou une, je sais pas, qu'est-ce qu'une fin heureuse et quelles conditions mettre en œuvre dans une séquence d'apprentissage d'une activité physique, sportive et artistique, par exemple au collège, lycée et après le bac. Mhm. Alors là, c'est vrai que pour l'instant, on l'a plutôt utilisé avec des patients. Donc avec les patients, ce qu'on fait, c'est assez facile, hein. Ils font leur séance classique, qui est associée à une certaine perception d'effort et donc plutôt des affects pas forcément extrêmement positifs. Et on va rajouter une partie dans laquelle ils font le même exercice avec une intensité un peu plus basse, qui est associée à davantage d'émotions positives et moins de perception d'effort. On a aussi des interventions dans lesquelles en fait ils vont faire la même charge physiologique, sauf qu'il y a un groupe qui va faire une montée d'effort, donc il commence doucement et il finit fort, et un groupe on fait l'inverse, hein, il commence fort et après échauffement bien sûr, et il finit doucement. Et on voit aussi que ça c'est efficace. Donc après pour des enfants dans les cours d'éducation physique et sportive, là je vais laisser justement les éducateurs et qui ont plus de compétences que moi sur les leviers, mais c'est en fait de s'assurer que la dernière partie de la séance, ça va être un moment qui va être agréable pour les élèves en fait. Et donc après, bah, toute l'ingéniosité pédagogique là elle peut être appliquée dessus. Ça peut être aussi de leur faire réfléchir sur ce qu'ils ont fait, mais c'est vraiment de créer ces sensations en tout cas de bien-être, ces sensations de plaisir sur le dernier moment vraiment de la séance. Ok. Alors, tu parlais parce que ce même participant posait la question justement, quel type de plaisir, qu'est-ce qu'un moment agréable, etc. Ça rejoint ce que tu disais peut-être autour de la musique, du côté social. euh, Ouais, alors c'est vrai que là, j'ai pas opérationnalisé les variables, honte à moi là, mais oui, tout à fait. La réponse affective, en fait, comme j'utilise là, elle est mesurée avec une échelle qui s'appelle le feeling scale, donc l'échelle mhm. de feelings, de sentiments, qui est une échelle où on demande maintenant, à ce moment précis, comment vous vous sentez de pas du tout agréable au moment le plus agréable possible. Donc c'est une réponse affective subjective sur le moment. Et c'est celle-là qu'on mesure, hein, dans le piquet fin. Après, on a d'autres mesures, hein, qui peuvent être utilisées, comme la mémoire affective, c'est à quel point ils ont trouvé la séance agréable. Donc, on a des mesures, hein, qui opérationnalisent les construits. Après, si vous voulez rentrer, voilà, dans la notion, qu'est-ce que l'émotion, qu'est-ce que l'humeur, qu'est-ce que les affects, là, il y a toute une littérature sur les émotions et des construits qui sont bien définis et bien spécifiques et délimités entre eux. Mm. J'accompagne une association qui s'appelle Je bouge pour mon moral, qui permet de se rétablir de la dépression grâce à l'activité physique et l'activité physique adaptée, que ce soit chez les jeunes et les moins jeunes. Ils se sont rendus compte que leur programme, qui est par exemple un programme de marche nordique, donc en extérieur, en groupe,
à intensité modérée. Sur 7 semaines, ça avait des scores en termes d'amélioration de la santé mentale sur l'anxiété, la dépression, mais aussi la confiance en soi, le sentiment d'appartenance au groupe, juste incroyable. Et je suis content parce que ça rejoint ce que tu disais et ce que tu mettais sur ta diapo. Des expériences affectives positives en pratique. Effectivement, je confirme, ça marche. Tout ce que tu Ouais, dis. ouais. Alors là, les méta-analyses sur la dépression, elles sont claires. Alors, toutes les méta-analyses qui sont faites par des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt, parce qu'il y a toute une Ouais, littérature de Ekekakis sur le fait que là, l'activité physique dépression, il y a vraiment eu des recherches via conflit d'intérêt. Donc, si on regarde en dehors des conflits d'intérêt, il y a un effet qui est clair de l'activité physique sur la dépression. Et il y a des papiers aussi avec une collègue de Harvard, Carmel Choi, qui montre avec beaucoup de données qu'on peut dire de façon assez raisonnable que l'activité physique cause une amélioration des symptômes dépressifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments, mais ça veut dire que l'activité physique, en tout cas, est quelque chose qui va avoir des effets positifs. Et le grade d'évidence, on est quand même assez serein sur ce lien. Ouais. et je rebondis sur ce que tu viens de dire, et après, il y aura une autre question sur l'échelle d'effort physique, mais on a quelqu'un qui nous demande quelle place pour l'émulation, rejoindre un collectif pour pratiquer ensemble et se stimuler mutuellement. Ceux qui s'inscrivent, par exemple, dans un club d'athlétisme, d'arts martiaux, vont souvent persister plusieurs années. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est observé, effectivement? Exactement. Alors, il y a deux éléments qu'on peut répondre. Il y a le premier, c'est la probabilité d'aller dans la séance. Quand vous vous engagez auprès de personnes, vous y allez plus facilement. Donc ça, c'est une technique aussi d'autorégulation qu'on peut avoir. Et en fait, on se pré-engage. Donc, on a du mal à ne pas s'engager. Et ensuite, une fois qu'on est dans la séance, en fait, moi, je discute aussi souvent avec des patients. C'est quand j'étais sur Genève, il y avait des patients qui couraient tous les jours autour du lac. Et le seul intérêt, c'était de pouvoir discuter ensemble. Donc, ils faisaient de l'activité physique, mais la raison, c'était de discuter. Et là, dans l'activité physique, ça peut être pour le plaisir de la maîtrise, le sentiment de compétence, etc. dans l'activité, mais ça peut aussi être pour avoir un moment plaisant, discuter avec des personnes. Donc ça, c'est vraiment des leviers sur lesquels on peut jouer. Et dans la diapo que j'ai mise sur les leviers dans la forme, et ben effectivement, le groupe social, il est extrêmement important. Et on peut même remonter un peu plus loin sur les théories. Dans la théorie de l'autodétermination, le besoin d'affiliation est considéré comme un besoin psychologique fondamental qui permet la motivation, l'engagement et le maintien dans les comportements. Ok, super intéressant. Il y a une petite question sur l'échelle que tu as montrée. Ouais. Quelqu'un demande qu'est-ce qu'apporte en plus ton échelle par rapport à l'échelle de Garcin et Coll de 99. Je ne sais pas si tu connais cette échelle. Non, je la connais pas. Alors nous, en tout cas, je veux bien la référence par contre, parce que nous, c'est vrai qu'on a fait une revue de littérature pour voir les échelles qui existaient. Et en tout cas, sur les échelles de perception de l'effort, de traitement de l'effort, au moment de la publication, il n'y avait pas d'échelle. Et depuis, il y a deux échelles qui ont été développées. Une échelle d'Inschlitz sur la valeur meaningful de l'effort et une échelle d'un groupe allemand sur la valeur de l'activité physique, mais plutôt des sports dans ce cas-là. Donc nous, on n'avait que deux échelles vraiment sur le traitement de l'effort physique. Mais je ne connais pas cette échelle, je veux bien la référence du coup. Ouais. Alors j'ai une autre question peut-être un peu plus pointue, mais on en parlait un peu en présentant ce webinaire, en parlant notamment du goût de l'effort. Il y a certaines personnes qui vont chercher dans l'activité physique justement à souffrir un peu, à se dépenser, à se défouler. Je sais pas si c'est une fuite en avant, mais en tout cas que voilà, il va y avoir besoin de répondants, alors qu'au contraire d'autres personnes vont devoir avoir beaucoup de plaisir immédiat et peu comment dire, que l'effort perçu soit minimal. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux Ouais. cas de figure? Et je pose la question du chat, du coup, justement, pour rebondir là-dessus, c'était Ouais. par rapport à l'engagement pour une activité physique et par rapport à la décision de pratiquer une activité physique, Ouais. que se passe-t-il lorsqu'on est fatigué? Comment se passe le choix entre se reposer ou partir courir? J'ai l'impression qu'on peut peut-être faire un parallèle Ouais. avec ça. Alors, je vais peut-être commencer pour la fatigue. Dans le top 10 des excuses pour l'activité physique, c'est la fatigue. Or, la fatigue, c'est une conséquence
enfin la vitalité est une conséquence positive de l'activité. Donc en gros, quand on est fatigué, ça ne devrait pas être une excuse, mais une raison de s'engager. Après, il y a des niveaux de fatigue où je suis d'accord, là, ça devient trop compliqué. En tout cas, la fatigue, c'est sûr, hein, ça va réduire les capacités d'autorégulation. Donc si le moment il n'est pas plaisant et que vous étiez plutôt sur des capacités d'autorégulation, ça va être très compliqué de vous engager. Et pour l'effort et le goût de l'effort, bah, j'aime beaucoup cette question parce que donc là, moi, j'ai intégré l'ENS, donc c'est des futurs professeurs de PS. Et dans les objectifs de l'EPS, il y a donner le goût de l'effort à l'élève. Alors, ce qui est intéressant au niveau de l'effort, c'est de prendre la question de la phase dans la régulation du comportement. Quand vous devez prendre la décision, vous allez éviter l'effort. Toutes choses étant équivalentes par ailleurs, on va plutôt chercher à éviter l'effort. Quand vous êtes dans le comportement, vous allez chercher à minimiser l'effort. Au niveau biomécanique, par exemple, vous allez minimiser l'effort. Et par contre, quand vous avez fini le comportement, l'effort va maximiser la récompense. Donc si je prends l'exemple de la montagne, je prends l'exemple de Grenoble parce que j'y étais pendant 10 ans, si vous prenez les bulles pour aller voir le paysage de la Bastille, ça va être associé à une certaine récompense. Mais si vous allez en marchant jusqu'à la Bastille, la récompense que vous allez avoir en voyant le paysage va être plus élevée. Et ça, on peut le démontrer de façon empirique avec des données aussi au niveau neuronal. Pourquoi? En fait, c'est un biais cognitif, encore une fois. C'est une dissonance cognitive. On s'est engagé dans de l'effort. Et donc, si on s'est engagé dans de l'effort, c'est que ça devait être justifié. Et un moyen de réduire la tension et cette dissonance, c'est de surévaluer la récompense. Donc, est-ce qu'on peut avoir le goût de l'effort? Non. Par contre, on peut avoir le goût de la récompense associée à l'effort. Par contre, si on prend une situation où, en faisant de l'effort versus en ne faisant pas d'effort, vous avez exactement la même récompense, vous allez choisir le comportement qui est associé au moindre effort. Sinon, ça veut dire que vous avez une dérégulation de votre système de traitement de l'effort qu'on peut trouver chez des patients, par exemple comme les anorexiques, qui eux vont plutôt avoir tendance à chercher l'effort pour l'effort. Mais sur la population non pathologique, il n'y a aucune raison de chercher l'effort par défaut. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ok. Mais Après, c'est mon avis. Ça Non, peut être non, discuté par d'autres personnes qui vont pas forcément avoir le même point de vue. Hein. non, non, mais justement, ça rebondit sur ce que pas mal de gens disent dans le chat. Je vois que le temps file malheureusement, mais que beaucoup de monde continue d'animer et de poser des questions. Philippe-Antoine, je sais pas en termes de temps ce qui nous est permis de faire. Ah, on peut encore, tu peux encore répondre à quelques questions. On a encore 10 minutes. Ok. Alors, tu viens de répondre à la question, Boris, mais c'était comment minimiser durablement l'effort perçu pour entretenir une discipline et de la motivation continue et voilà, continuer d'apprendre de nouvelles techniques sportives, etc. Sur le long terme, mais bon, tu as déjà donné quand même pas mal d'éléments à ce sujet. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à. Bah après, ouais, il y a aussi ce que j'ai pas dit, hein, c'est que le simple fait d'améliorer sa condition physique va vraiment réduire la perception de l'effort. Hein. Si vous prenez un patient, par exemple, âgé, en situation de surpoids, l'escalier, c'est un effort important. Et donc, au fur et à mesure, justement, qu'on s'entretient physiquement, les activités quotidiennes demandent objectivement, en fait, moins d'efforts. En tout cas, la perception d'effort va être beaucoup plus basse parce que vous avez des capacités physiques qui sont plus élevées. Donc, il y a aussi un effet purement, on va dire, cardio-respiratoire. Alors là, c'est pas une question, c'est un compliment. Puissiez-vous être écouté par les enseignants, les parents et les jeunes eux-mêmes, point d'exclamation. Ben, merci. Et une question, alors j'ai pas la réponse, je t'aurais bien aidé, Boris, mais je n'ai pas la réponse. Quel outil d'évaluation de la fatigue mentale et physique pour nous conseiller, pour savoir si on peut faire sa séance de sport ou non, si on doit la Ouais. reporter? Moi, Alors ouais, j'ai pas il y a connaissance. plein de questionnaires. Ouais, il y a plein de questionnaires de mémoire. Alors là, je les connais pas par cœur, c'est pas mon domaine d'expertise, mais il doit y avoir un inventaire de fatigue mentale. Après, bon, dans le sport, il y a toujours les mesures de surentraînement qui incluent aussi quand même cette idée qu'on n'est pas prêt à faire forcément, à continuer à s'entraîner. On peut aller éventuellement voir du côté du burn-out, où il y a des mesures sur la dimension physique. Mais oui, il y a des mesures de fatigue mentale. Après, encore une fois, hein, ça c'est aussi quelque chose sur lequel on essaye de lutter, notamment quand on travaille, enfin quand j'étais aux hôpitaux universitaires de Genève, avec aussi les professionnels de santé. Hein. Le repos ne soigne pas. Hein. Donc c'est pas parce qu'on est fatigué qu'il faut pas s'engager. Par contre, on peut s'engager avec un peu moins d'intensité. Ouais. C'est ce que j'allais te dire, peut-être que c'est une fausse solution d'aller évaluer la fatigue avant
la séance. Moi, je pensais aussi à l'échelle de d'Epworth, mais c'est sur de la somnolence diurne bien cognée. Mais peut-être Après, ce qui est qu'effectivement, sûr, en surentraînement, il faut quand même réduire, ouais, ouais, parce qu'après, il y a la blessure. ouais. Et après, c'est pareil, c'est pas ma spécialité, hein, mais sur la notion de burn-out, quand même, si on bascule, il y a un changement qualitatif. Donc, le retour en arrière, il n'est pas forcément évident, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi, mais ça, c'est pas mon travail, hein, mais il y a des chercheurs en psychologie du sport qui sont vraiment sur identifier les personnes à risque pour réduire justement la possibilité qu'ils développent des pathologies. On travaille un petit peu sur l'addiction à l'activité physique ou la dépendance à l'activité physique, c'est pareil, hein. Il y a des personnes à risque, faut faire attention, parce que là, on parle du manque d'engagement. On a entre 4 à 5 de la population qui est addicte à l'activité physique, hein, qui vont faire à 3 Hmm. à 4 heures d'activité physique par jour, avec toutes les conséquences négatives sur la santé physique, mentale et sociale que ça engendre, hein. Hmm. Ça me fait penser, quand on préparait ce webinaire, on avait parlé aussi d'une méthode de musculation, un livre de musculation qui s'appelait La méthode Lafay, qui était un peu un best-seller dans les années 2000-2010, et qui s'apparente en fait avec le recul à une sorte de thérapie cognitivo-comportementale de la musculation, où on te fait effectivement avancer tout doucement par palier, où on te fait revenir en arrière volontairement, où en fait tu repousses en permanence tes limites sans jamais vraiment les atteindre. Et je pense que ce qui a permis au livre de bien se vendre et de fidéliser justement les pratiquants et pratiquantes à cette méthode. Il y a du monde qui nous demande de la littérature concernant le burn-out et l'activité physique. Je ne sais pas si ta présentation sera disponible pour les Si, personnes. mais alors j'ai pas du tout de référence sur ça là. Après, ce que je vous conseille là sur la littérature française, bah, ce serait de regarder les travaux à Grenoble, là, de mon ancien laboratoire, là, avec Sandrine Isoard-Gauter. Voilà, c'est quand même l'experte française du burn-out. Donc là, elle a développé le questionnaire. Donc je pense que c'est là qu'il faudrait regarder. Ouais, ouais. Ok. Il y a quelqu'un qui propose aussi le questionnaire POMS ou POMS, je ne sais pas comment. Ouais, le Relatif au POMS. bien-être. Ouais. Mm. Ouais. Alors là, je conseille aussi la littérature d'Ekekakis. Il a un chapitre sur les mesures. Il faut faire très attention dans les mesures d'activité physique. On a un petit peu discuté, hein, mais la notion d'humeur, c'est pas la même chose que les émotions, etc. Et dans les questionnaires, par exemple, qui ne fonctionnent pas du tout pour l'activité physique et qui sont très utilisés, il y a le PANAS, hein, positive affect, negative affect. Le POMS de mémoire n'est pas forcément aussi une mesure qui va être particulièrement efficace. Et le dernier, son nom m'échappe, et c'est pareil, c'est un questionnaire qui est très utilisé et qui va pas du tout être efficace, quoi. Donc très attention aux mesures. Il faut vraiment savoir quel construit on va mobiliser. Et une fois qu'on sait quel construit, est-ce qu'on vise l'humeur, est-ce qu'on vise des affects, est-ce qu'on vise des émotions? Ensuite, on a un outil qui va être associé, mais il faut faire vraiment attention aux mesures sur le domaine de l'émotion et l'activité physique. Ça n'a pas été fait forcément de façon très carrée. Super. Eh ben, merci pour toutes tes réponses. Merci aussi à tous les participants et les échanges que vous nourrissez là je vois sur vos messages sur le goût de l'effort, sur la notion de plaisir autour de l'activité physique, etc. Merci beaucoup. Philippe Antoine, je crois que tu voulais nous conseiller un livre avant qu'on clôture cet échange. Je ne peux que recommander en effet le livre de Boris, Le syndrome du paresseux, pour ceux qui veulent poursuivre toutes ces réflexions. Le livre vulgarise toutes ces connaissances scientifiques et il est très plaisant à lire. Et c'est vrai que je trouve ça très intéressant en tout cas de pouvoir déculpabiliser aussi cette loi du moindre effort et de se dire que c'est quelque chose qui est en nous tous, mais qu'on n'est pas condamné à la paresse, qu'on a justement cette capacité de se contrôler et en y allant doucement, en y allant progressivement, en favorisant des activités qui nous fassent plaisir, qu'on puisse réussir doucement mais sûrement justement à faire rentrer, à ancrer une activité physique. Donc, merci beaucoup, en tout cas, Boris et Thomas, pour cet échange que j'ai Avec plaisir. trouvé très riche. Et merci à tous les participants pour vos questions. Et je vous souhaite une très bonne après-midi à tous. Merci à tout le monde. Au Ciao. revoir. Au revoir.